Good morning to everybody. Well, it will all depend, and good afternoon and good evening, depending on where you are. Distinguished representatives of the parties of the World Health Organization, FCTC, and the protocol, dear representatives of the IGOs and NGOs, dear experts and participants. My name is Fernando Jacome, and I am the president of the meeting of the parties to the protocol to eliminate illicit trading in tobacco products. And it is my work today to moderate this webinar on the implementation of the Article 28 of the protocol. The exact title of this webinar will be Mutual Administrative Assistance in Tackling Illicit Trading in Tobacco, a tool with huge potential. So before we start with the formal part of the meeting, let me summarize some key aspects of the conduct of this virtual meeting, please. The interpretation is provided in Arabic, English, French, Russian, and Spanish. At the bottom of the screen, please click on Interpretation to select your language and mute the original language, please. Please also use the Q&A function again at the bottom to ask questions if you have one. We will be happy to see your questions. You are also welcome to send your questions anytime during the event, while the panelists will respond them during the question and answer sessions. After all the presentations, depending on the time available. Please use the chat function to seek support should you encounter a problem, interpretation problems, etc. I would like to inform that the event will be recorded and later posted on our... Je vous informe que l'atelier sera enregistré et sera transmis sur le site web. N'hésitez pas à me signaler tout problème potentiel. Comme vous le savez, le secrétariat de la Convention a organisé une série de webinaires techniques sur le protocole et la FCTC. Et au travers de ces webinaires, nous essayons également d'enrayer le commerce illicite des produits du tabac. Nous avons organisé des webinaires sur les articles 6 notamment. Il s'agit de notre 4e webinaire de la série et le mois prochain, nous couvrirons d'autres dispositions. Au nom du secrétariat de la Convention, permettez-moi de vous souhaiter à tous la bienvenue à ce webinaire qui porte sur l'assistance administrative mutuelle. Nous devons axer sur la coopération mutuelle pour lutter contre le trafic, le commerce illicite des produits du tabac. L'assistance administrative est essentielle pour faire avancer nos travaux. Nous allons également entendre parler des défis et des succès de différents partenaires. Avant de débuter, je souhaite dire que des tierces parties font la promotion de leurs activités en exploitant le secrétariat de la Convention ou ses supports, et la Convention souhaite réitérer que nous n'appuyons aucune tierce partie pour quelque activité menée à titre individuel que ce soit. Nous menons strictement nos activités dans le respect et pour le bien du protocole. Nous allons avoir 4 exposés. Tout d'abord, nous allons entendre le secrétariat de la Convention à travers de la personne responsable des questions des douanes. Nous allons évoquer les traités internationaux. Puis, nous allons entendre les représentants de 2 parties qui vont évoquer leurs difficultés et leurs succès. J'ai le plaisir de donner tout d'abord la parole à Vladimir Statsko de l'Organisation mondiale des douanes qui va nous parler de la situation actuelle en matière d'assistance administrative mutuelle. Monsieur Statsko est responsable de programme au sein de l'OMD, qui est une organisation qui compte plus de 180 membres. Les travaux de l'OMD se concentrent sur les produits dits classiques, les douanes, et sur les taxes, les droits.
Monsieur Statsko travaille pour l'OMD depuis 25 ans. Il a fait partie des organes de ratification de la Convention pour l'OMD en ce qui concerne les questions liées à l'assistance administrative mutuelle. Nous allons en entendre davantage aujourd'hui. Et il a également œuvré à la ratification d'un instrument conjoint ratifié en 2004. Je vous rappelle que vous avez 15 minutes pour votre présentation. Monsieur, vous avez la parole. Merci, Fernando. Je suis très heureux de pouvoir évoquer quelques points au sujet de l'assistance administrative mutuelle. Et je suis très heureux de vous présenter le point de vue de l'Organisation mondiale des douanes. Les produits du tabac sont un élément important de nos activités. J'aimerais donc aborder le sujet en commençant par l'assistance administrative mutuelle pour ensuite aborder des questions plus pratiques. Diapositive suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne l'Organisation mondiale des douanes, il s'agit du nouveau nom de notre organisation qui a été fondée en 1952, soit quelques 70 ans auparavant. Il s'agissait du Conseil de coopération des douanes, une organisation intergouvernementale d'administration douanière. 17 pays européens sont à l'origine de ce conseil. Et la session inaugurale s'est tenue en janvier 1954. Et il y a 40 ans, en 1994, le Conseil de coopération des douanes a adopté le nom que nous connaissons aujourd'hui, Organisation mondiale des douanes, puisque l'organisation est devenue une véritable institution intergouvernementale, et donc l'organisation compte aujourd'hui 183 membres divisés en 6 régions, et nos membres sont chargés du traitement de quelques 98% du volume du commerce international. En ce qui concerne le cadre juridique, pour l'assistance administrative mutuelle, généralement, ce type d'assistance est propre au système juridique national, contenu dans les dispositions nationales, et il s'agit d'appliquer les lois douanières pour prévenir, détecter, investiguer des cas de commerce illicite et les poursuivre, y compris en ce qui concerne la contrebande, et puis il s'agit également de faciliter le commerce licite. Il s'agit de veiller à l'application de la loi pour éviter les contournements des lois douanières, et il s'agit également de favoriser les plateformes d'échange. Généralement, il s'agit d'accords conclus entre le producteur, le vendeur. Il convient de respecter un certain nombre de dispositions. Et certains pays incluent des dispositions en ce qui concerne l'échange d'informations ou l'assistance administrative mutuelle. Parfois, ces dispositions figurent dans les accords nationaux. Parfois, il s'agit d'accords bilatéraux. Il y a également des parties contractantes au niveau sous-régional ou régional qui concluent des accords à leur niveau. Les violations de la loi douanière touchent à la sécurité publique, touchent aux questions de sécurité douanière et à bien d'autres domaines. Il s'agit donc pour les administrations douanières de pouvoir échanger des informations pour lutter contre le commerce illicite.
L'organe directeur de notre organisation a adopté un certain nombre d'instruments permettant aux membres d'échanger des informations entre eux. Il s'agit d'un cadre solide pour encadrer le commerce. Certains de ces instruments sont juridiquement non contraignants. En 1953, lors de la naissance de notre organisation, un document a été adopté prévoyant l'assistance administrative mutuelle entre différents représentants des forces de l'ordre. Les membres de l'OMD ayant signé cet instrument veillent à ce qu'il y ait un contact étroit entre les différents services concernés. Ensuite, il y a une recommandation en ce qui concerne la mise en commun des informations concernant les personnes condamnées pour des infractions liées au domaine douanier. Ça a été adopté en 1954. En 1967, une autre recommandation a été adoptée. L'idée est d'étendre la recommandation précédente pour que les informations concernant les personnes coupables de fraude soient transmises, ainsi que les informations concernant les personnes responsables de contrebande, notamment de falsification, de faux, etc. En mai 1975, une nouvelle recommandation a été adoptée en ce qui concerne les fraudes. Elle vient compléter la recommandation de 1967. La nouvelle recommandation concerne également les personnes suspectées de contrebande ou d'autres types de fraudes assimilées à la contrebande. La recommandation précédente ne couvrait pas cet élément. Le secrétariat a été élargi. Il a été demandé au secrétariat non seulement d'administrer l'index central et de faire circuler les différentes informations, mais également de décider de quelles informations devraient circuler et d'utiliser les informations de l'index pour préparer des analyses, des résumés, des études, des tendances douanières. La question de la contrebande a également été approfondie dans le cadre de la nouvelle recommandation. Nous attachons de l'importance à la coopération internationale pour lutter contre les fraudes en matière de douane et divers instruments ont été adoptés, instruments qui portent notamment sur la contrebande, véritable axe de travail de l'OMD. Certains membres ont rencontré des difficultés pour fournir une assistance administrative uniquement sur la base de recommandations et ces États membres sont convenus que des arrangements bilatéraux permettraient d'appliquer les dispositions concernant l'assistance administrative mutuelle. Le Conseil a donc proposé un accord bilatéral modèle en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle pour les questions douanières, entré en vigueur en juin 1995. Il s'agit d'une convention et les États membres peuvent donc garder ou supprimer les dispositions de ce modèle comme bon leur semble. En juin 1995, le Conseil a accepté la recommandation concernant l'accord bilatéral relatif à l'assistance administrative mutuelle.
Cet instrument fait référence à la recommandation de 1953 ainsi qu'à la convention de Nairobi sur laquelle je reviendrai plus tard. Ce modèle d'accord bilatéral constitue une base solide pour la négociation d'accords bilatéraux pour l'assistance administrative mutuelle. Il contient un certain nombre de dispositions essentielles qui servent de jalon pour l'échange d'informations. Ce document a fait l'objet d'une révision et a été adopté en juin 2004. Diapositive suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne nos instruments juridiquement contraignants, cette fois-ci, en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle, le premier instrument a été adopté en juin 1977. Les recommandations constituent des outils, de même que les accords bilatéraux, et pour dépasser les limites de ce type d'instrument, il a été convenu de signer une convention internationale relative à cette assistance administrative mutuelle, et cette convention a été ratifiée par 52 parties au contrat. Nous avons à nouveau évoqué en 2003 la question de l'assistance administrative mutuelle, en nous fondant sur les nouveaux modèles disponibles en matière d'accords bilatéraux. Nous sommes également inspirés des accords conclus dans d'autres régions du monde, et en juin 2003, la Convention internationale relative à l'assistance administrative mutuelle dans les questions douanières a été adoptée et elle n'est pas encore entrée en vigueur à ce jour. Je note qu'il y a deux types d'accords en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle pour les questions douanières. Il y a des instruments qui sont juridiquement contraignants ou non contraignants. Il s'agit notamment des mémorandums d'accord. Diapositive suivante. Je vais maintenant évoquer les outils pour le partage d'informations. Outils que nous avons adoptés et enrichis au sein de l'OMD. Tout d'abord, il y a un réseau de bureaux de liaison en ce qui concerne des informations sensibles à l'échelon régional et international. Il s'agit d'un mécanisme essentiel utilisé par les autorités douanières nationales pour permettre la prise de mesures mieux coordonnées. Ces bureaux se trouvent partout dans le monde. Ils sont notamment chargés de recueillir des informations, de fournir des analyses, formuler des rapports et mener des opérations douanières conjointes avec leurs membres. Pour ce qui est de cet échange d'informations, il faut un outil, et l'OMD a défini ce qu'on appelle le réseau d'applications en matière douanière, CEN. Il a été lancé en 2000 pour permettre aux membres de lutter contre le crime transnational de façon plus efficace. Divers réseaux nationaux ont été mis sur pied. Il y a des bases de données intégrant des données nominales, notamment, alors que ces données nominales ne sont généralement pas incluses pour des questions d'anonymat.
Ensuite, nous avons également mis sur pied une plateforme de communication privée pour les utilisateurs. Grâce aux derniers outils technologiques, nous pouvons définir un réseau sûr permettant de gérer ces informations. Il y a plusieurs applications. Par exemple, ExciseNet. Il s'agit d'un concept qui vient d'être adopté, qui est réservé à un groupe d'utilisateurs pour échanger des informations liées aux produits du tabac et à l'alcool. Il s'agit de favoriser les synergies et les enquêtes en ce qui concerne ces deux thèmes. Cela signifie que l'on invite les membres à participer à ExciseNet. Cette plateforme doit leur permettre de partager des informations au sujet du modus operandi, des saisies, des nouvelles formes de contrebande émergentes et d'autres informations pertinentes pour leurs activités. Il y a également un autre outil lié au lien opérationnel qui a été mis sur pied pour améliorer les activités opérationnelles en ce qui concerne la contrebande transnationale. Nous nous concentrons actuellement sur les cigarettes, les produits du tabac, de l'alcool, les produits sous le coup d'un droit d'accise. Ces plateformes permettent de partager des informations et de définir des liens opérationnels. Nous avons mené plusieurs opérations pour lutter contre le commerce illicite des produits du tabac, mais en raison d'une certaine fatigue, il s'est avéré plus difficile que prévu de lutter contre ce phénomène dans diverses régions, même si l'opération en elle-même a plutôt été un succès. Et il a donc été décidé de mettre l'accent sur les régions dans l'ouest des Balkans, en Asie du Sud-Ouest et en Afrique, dans le sud-est de l'Afrique et dans la région des Amériques. Plusieurs opérations sont d'ailleurs en cours. Autre outil dont nous disposons, un centre d'information, d'échange d'informations sensibles, I2C. Il s'agit d'échanger des informations sensibles à l'échelon international, d'informer les membres sur une base régulière, et interruption du modérateur, il vous reste 3 minutes. Global Trade. Et puis nous avons également le réseau mondial de détection et de répression du commerce pour combattre la fraude commerciale. Cela permet d'établir le lien entre la police des frontières et les services douaniers. Et nous avons un ensemble de données qui concernent la criminalité. Ceci est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à une plateforme de communication. Et nous avons 74 utilisateurs dans 78 pays. Et enfin, nous avons le réseau mondial d'alerte rapide qui est appuyé par un réseau en Europe occidentale et qui permet d'assurer la communication ainsi que d'échanger des informations sensibles avec différentes entités, pas seulement les douanes, mais également d'autres institutions, d'autres autorités, et ceci pour essayer de combattre la criminalité. Ensuite, sur la page suivante, diapo suivante, pardon, quels sont les différents types d'assistance administrative réciproque? Il y a par exemple l'échange d'informations, l'assistance spontanée, la notification.
parfois, il y a des accords bilatéraux, des dispositions dans la législation et également tout cela dépend des responsables des douanes et des dispositions au niveau national. Par exemple, il y a des opérations transfrontalières qui doivent être subordonnées à l'accord du procureur et des autorités chargées de la détection et de la répression. Diapo suivante. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons en matière d'assistance administrative mutuelle? Le principal problème, c'est d'assurer le caractère confidentiel des informations. Il y a beaucoup de cas dans lesquels les pays hésitent à partager leurs informations parce qu'ils craignent qu'il y ait des problèmes liés à la confidentialité. Ou disons qu'ils ne veulent pas élargir le champ des utilisateurs de leurs informations. Évidemment, si vous utilisez cela pour l'assistance administrative, vous pouvez aussi utiliser cela pour d'autres choses, mais il est important d'assurer la protection des données. Les données nominales posent des problèmes. Donc c'est un problème d'échanger des données nominales. Il y a également les limites des procédures administratives ou des procédures judiciaires. Nous comptons souvent sur la coopération judiciaire. Il faut également avoir un système d'échange d'informations efficace et transfrontalier. Nous avons aussi besoin d'outils d'échange d'informations qui soient automatisés et qui soient de pointe. Nous avons également besoin d'un appui pour les technologies de l'information et de la communication. Nous avons aussi les chaînes de blocs, ça aussi c'est un problème important. Il est nécessaire de renforcer la coopération et d'échanger les informations et les renseignements sensibles, ainsi que les connaissances, les expériences avec nos voisins et avec les pays de la région ainsi qu'avec le reste du monde. Bien sûr, nous devons également conclure des accords bilatéraux de coopération, accords d'assistance administrative mutuelle pour devenir partie contractante à la Convention sur les accords multilatéraux internationaux. Et bien sûr, nous pouvons également conclure des accords bilatéraux en matière de coopération judiciaire. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci d'avoir été un peu plus long que prévu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vladimir Stasko. Mais vous avez évoqué une question très importante et présenté une perspective importante également, puisque c'est celle de l'Organisation mondiale des douanes. Je vous remercie. Nous allons également entendre ce qu'il en est des succès et des difficultés que rencontre l'assistance administrative mutuelle dans l'Union européenne et au Brésil. Mais auparavant, j'aimerais donner la parole à un collègue du secrétariat du protocole, M. Mohamed Roque, qui va nous expliquer ce qu'il en est de l'assistance administrative mutuelle pour faire face au commerce illicite du tabac. Il va nous présenter un outil qui dispose d'un potentiel énorme. Il s'agit de toutes questions qui sont liées au protocole. L'équipe est responsable de la gestion et de la préparation de rapports de situation. Cela permet d'avoir des informations sur les différentes activités. Nous travaillons avec la Banque asiatique de développement, avec l'UNOPS et le travail du secrétariat de la Convention est essentiel, en particulier en ce qui concerne le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Alors, je vous donne la parole, Mohamed, mais surveillez l'heure parce que nous avons déjà perdu un peu de temps. Vous avez la parole. You are muted, Mohamed. Mohamed, il faudrait que vous branchiez votre micro, on ne vous entend pas.
I hope you can see my slides. J'espère que vous voyez mon écran. I can share the presentation. Je vais partager mon exposé. Rodrigo, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aider Mohamed à partager son écran? Thank you very much, Fernando, for your... Merci beaucoup, Fernando, de m'avoir présenté si aimablement. Lorsque nous parlons d'assistance administrative mutuelle dans le domaine du commerce illicite du tabac, en fait, le terme administratif prête parfois à confusion. Pour les services des douanes, administratif signifie une chose et pour les enquêteurs, cela a un autre sens. Donc, je veux peut-être commencer par donner une définition et expliquer ce que nous entendons par assistance administrative mutuelle et en particulier par le terme administratif. La Convention de Johannesburg de l'OMD définit ceci de la manière suivante. Toute donnée et toute communication sous quelque format que ce soit, y compris sous format électronique, certifié ou authentifié. Tout cela, ce sont des informations. Et l'échange d'informations internationales est une composante essentielle d'une bonne gestion des risques. Et c'est précisément le but que nous recherchons. L'échange d'informations doit se fonder sur des dispositions juridiques claires. Cela figure d'ailleurs dans le préambule de la Convention. Comme nous pouvons le constater, l'assistance administrative peut avoir des sens différents selon les instruments juridiques et selon les entités. Pour la Convention de Johannesburg, cela concerne les questions douanières. Pour le protocole, il s'agit des questions criminelles. Tout ce qui relève en fait du commerce illicite. Nous allons d'abord nous pencher sur les avantages que présente le partage d'informations. Le principal avantage, à mon avis, c'est que nous pouvons ainsi échanger davantage d'informations sur le trafic illicite. Je crois que cela devrait nous aider à lutter contre ce commerce illicite et à lutter également contre l'écoulement de produits non souhaitables. Cela permet aussi de favoriser la coopération et cette coopération permet de protéger l'économie nationale ainsi que la santé et d'autres intérêts. D'autre part, nous pouvons communiquer des données factuelles qui peuvent être utilisées dans les procédures judiciaires. C'est donc, à mon avis, une excellente raison pour partager des informations. Et nous pouvons également contrôler les informations qui sont communiquées. Et bien sûr, il faut surtout protéger le caractère confidentiel de ces informations. Le caractère confidentiel des informations et des communications doit être préservé. Il y a aussi un lien de communication constant entre les différents points focaux. Et cela est essentiel, cela nous permet de partager des informations, de travailler ensemble contre le trafic illicite. J'aimerais maintenant vous donner quelques exemples d'accords et d'instruments. Vladimir en a déjà évoqué certains. Il y a 2 conventions internationales. Une convention sur l'assistance administrative pour la prévention, les enquêtes et les poursuites des infractions douanières. Et il y a 52 États partis. C'est la convention de Nairobi. Il y a également la convention de Johannesburg. Ensuite, il y a une autre convention qui n'est pas juridiquement contraignante, mais qui a beaucoup de succès. J'ai vu que beaucoup de pays, beaucoup de membres de l'OMD utilisent cet accord bilatéral type d'assistance administrative mutuelle pour les questions douanières. Il y a également la convention multilatérale de l'OCDE sur l'assistance administrative mutuelle. Il y a également le protocole de l'Union européenne sur les mêmes questions dans le domaine douanier et également l'accord de SARC sur l'assistance administrative mutuelle pour les questions douanières. Diapo suivante. Maintenant, ça c'est quelque chose d'intéressant. L'OMC est une organisation importante qui compte 154 membres qui ont ratifié l'accord de facilitation des échanges.
L'article 12 de cet accord traite de la coopération douanière. Il s'agit notamment de la conformité, de la coopération, de l'échange d'informations, de la vérification des demandes, etc. Les différents types de demandes, comment est-ce que les demandes doivent être formulées, comment on y répond, etc. Le caractère confidentiel des informations également. En fait, l'un des objectifs, lorsque des informations sont échangées d'un service douanier à un autre service douanier, c'est de vérifier les déclarations en douane concernant des marchandises. Donc, en ce qui nous concerne, et compte tenu de nos objectifs, nous nous plaçons du point de vue de la détection et de la répression, il s'agit de quelque chose qui est très important pour nous. Cela nous permet de mettre l'accent sur le commerce illicite du tabac, par exemple. Maintenant, parlons de notre propre protocole. Le protocole, comme vous le savez, est un nouveau traité international. Il est lié à la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Son principal article a pour but, ou son principal objectif, est d'éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Il est entré en vigueur en 2018 et nous avons déjà 63 parties à ce protocole. Diapo suivante. Les 3 grandes parties de ce protocole sont les suivantes. D'abord, la chaîne logistique, c'est ce dont traitent les premiers articles, par exemple les licences, la diligence. Il y a également des articles qui traitent des mesures d'application de la loi. Et il y a aussi toute une série d'articles qui traitent de la coopération internationale. Or, c'est précisément ce dont nous parlons aujourd'hui. Donc, à partir de l'article 20 et jusqu'à l'article 29, nous parlons de la coopération internationale et il y a 7 articles qui sont particulièrement importants. L'article 20 concerne le partage général de l'information. L'article 21, le partage des informations concernant la détection et la répression. L'article 22, partage de l'information, caractère confidentiel et protection des informations. Article 23, assistance et coopération, formation, assistance technique, coopération, etc. Article 24, assistance et coopération, enquête et poursuite des délits. Article 27, coopération en matière d'application de la législation, article 28, assistance administrative mutuelle. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'article 28. L'article 28 spécifie quelles sont les informations qui devraient être partagées. Ce sont des informations qui doivent être partagées en vertu de l'article 28. Tout d'abord, les nouvelles techniques et douanières et les autres techniques de détection et de répression. S'il existe de nouvelles techniques, il faut le dire aux autres parties. Deuxièmement, les nouvelles tendances, les nouveaux moyens ou méthodes utilisées pour se livrer au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication. Il s'agit par exemple aussi de questions telles que la description des marchandises, leur conditionnement, leur transport, leur stockage, les méthodes utilisées. Tout cela est important. Si vous avez des informations sur ce que font les contrebandiers, vous devez en informer vos partenaires. De cette manière, vous pouvez être actif et vigilant. Et puis, il y a également des données qui doivent être échangées, toutes les données susceptibles en fait d'aider les organismes désignés à évaluer les risques à des fins de contrôle et à d'autres fins de détection et de répression. Il faut également partager l'identité des personnes physiques ou morales que l'on sait avoir commis une infraction. Cela est aussi extrêmement important. Ensuite, dans l'article 28, il y a un certain nombre de conditions qui sont énoncées. Les 3 conditions sont les suivantes. L'une des principales conditions, c'est que ces dispositions soient compatibles avec les systèmes administratifs et juridiques nationaux. On ne peut pas invoquer le système juridique ou administratif pour dire que l'on ne veut pas partager des informations. À partir du moment où vous êtes parti au protocole, vous devez partager des informations. Et le cas échéant, il faut que vous modifiez votre législation pour pouvoir appliquer l'article 28. En d'autres termes, il faut travailler sur la question. Bien sûr, il y a des conditions, mais ce qui est important, c'est de commencer à travailler sur le sujet. Ensuite, les informations doivent être échangées soit à la demande, soit de sa propre initiative.
Ensuite, les informations doivent être confidentielles et doivent être à usage restreint. Elles ne doivent être destinées qu'à l'enquête en cours. Maintenant, j'aimerais vous expliquer comment est-ce que les parties ont appliqué l'article 28. Lorsque nous avons procédé au premier cycle de rapport, nous n'en sommes qu'à la 3e année, comme vous le savez, le premier cycle de rapport portait sur la période 2018-2020. Et pendant cette période, nous n'avons vu que 4 parties qui ont mis en place des procédures d'assistance administrative mutuelle avec une autre partie. Et l'une de ces parties a souligné que pour eux, cela signifiait la coordination entre les institutions nationales. Alors nous avons posé plusieurs questions. Quels sont les détails des procédures d'assistance administrative mutuelle? 3 parties ont des procédures assez détaillées. 2 parties ont fait état d'un certain nombre de progrès. L'une des parties vient de nous informer que cette question était encore examinée. Et nous avons également demandé des informations complémentaires et 2 parties ont répondu à notre demande. Maintenant, je propose que nous réfléchissions à ce qui vous préoccupe. Est-ce que l'article 28 permet d'avoir suffisamment d'informations ou est-ce qu'on en est sous-informé? Cela dépend du point de vue d'où on se place. Comme vous le savez, à la fin de ce cycle, j'ai commencé une recherche sur l'assistance administrative mutuelle et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une partie d'Euro qui avait 72 accords d'assistance mutuelle. Une autre partie avait 44 accords de ce type. Une partie de la région Siro avait 15 accords d'assistance administrative mutuelle, 2 avec la région du Pacifique occidental, 1 avec la région de l'Afrique. Alors, comme vous le voyez, il y a déjà un bon nombre d'accords sur l'assistance administrative mutuelle qui sont en place, même s'il y a encore un certain nombre de problèmes qui se posent, faute de formation par exemple. Mais le reste des informations n'a pas été partagé. Donc bien sûr, il y a un certain nombre de difficultés qui apparaissent, mais malgré tout, nous pouvons nous demander si cela ne nous permet pas d'avancer. Je crois que l'on peut terminer cet exposé sur une note optimiste. Donc qu'est-ce qui nous attend? Je pense que la voie à suivre maintenant est la suivante. C'est important. Nous travaillons sur un système, un point focal de partage des informations au niveau mondial. En fait, il s'agirait du cœur même du régime de suivi et de traçabilité. Et cela permettra de mener des enquêtes, de recevoir des informations et de suivre les produits du tabac. Le protocole stipule que nous avons besoin de ce point focal de partage des informations au niveau mondial. Nous sommes en train de travailler sur ce sujet et nous pensons que cela va être discuté dans le détail dans les mois à venir et nous espérons que nous pourrons le mettre sur pied bientôt. Ensuite, ce qui est important aussi, en deuxième lieu, nous avons besoin d'une base de données qui reprenne tous les instruments concernant l'assistance administrative mutuelle. Je suppose que les différentes entités peuvent travailler ensemble pour mettre en place cette base de données. Tous les instruments y figureront. Et comme cela, nous pouvons avoir des informations. Autre sujet, nous avons besoin de former les parties pour qu'elles préparent des rapports appropriés. Il y a déjà pas mal d'instruments relatifs à l'assistance administrative mutuelle qui sont en place, mais nous avons encore besoin de formation. Il faut également apporter un appui pour les capacités de mettre en œuvre le protocole. Si les parties au protocole ont besoin d'une aide ou d'un appui, nous devons être à même de leur apporter cet appui. Et nous pouvons également les renvoyer vers d'autres parties, les collègues d'autres parties qui ont peut-être davantage d'expérience. Ensuite, un autre point important, c'est les points focaux. Il faut avoir une liste des points focaux.
ce qui est très important. Dans la Convention de Johannesburg ainsi que dans le TFA, il y a des dispositions spécifiques précisant que l'on doit avoir des points focaux. Et puisque nous parlons d'assistance administrative mutuelle, je crois qu'on devrait avoir le même type de liste de points focaux pour les échanges internationaux. Mais l'idée, c'est que nous ayons une liste, que les informations soient disponibles et que nous puissions les partager avec les différentes parties. Et puis, il faut que les parties sachent qui contacter en cas de besoin. Ce qui est également extrêmement important, c'est la coordination à l'intérieur du pays. Il faut avoir une gestion coordonnée des frontières. Cette gestion coordonnée des frontières est très importante parce que si elle n'existe pas, il est difficile de partager des informations avec d'autres pays. Il faut donc que nous mettions en place un bon système de gestion des frontières, une gestion coordonnée, et ce n'est qu'ensuite que les informations peuvent être échangées. Ces informations peuvent être échangées avec différentes institutions et bien sûr, il faut partager les informations, les expériences, les réussites, mener des activités de sensibilisation. Tout cela devrait nous aider. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je suis bien sûr à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir traité de l'article 28 et de l'assistance administrative mutuelle. Je vérifie dans la boîte dialogue s'il y a des questions et j'encourage les participants à utiliser cette boîte de dialogue pour poser des questions. Et ma collègue sera prête à répondre à vos questions. Maintenant, nous allons passer à l'exposé suivant. Dans cet exposé, Maria Pastor va nous faire partager l'expérience de l'Union européenne dans l'application de l'article 28 du protocole. Maria est responsable des questions internationales à la Commission européenne à Bruxelles. Depuis 2015, elle a été chargée de négocier les accords d'assistance administrative mutuelle dans le domaine douanier. Elle a aussi essayé de coordonner le processus de l'Union européenne avec le protocole. Maria Pastor a une vaste expérience des négociations. Elle a travaillé au ministère des Finances. Elle a notamment été l'une des principales négociatrices de l'accord fiscal international de l'Espagne. Sur ce, je donne la parole à Maria Pastor. Very much, Fernando, and hello to everybody. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici. J'aimerais vous dire quelques mots de l'assistance administrative mutuelle en me plaçant du point de vue des utilisateurs, de ceux qui en bénéficient. Et je représente l'Union européenne. Je vais bientôt vous présenter mon exposé sur l'écran. Voilà. Sur l'écran, vous voyez les 27 États membres de l'Union européenne. Pour ma part, je travaille au Bureau européen de la Commission européenne et j'ai été chargée de négocier des accords d'assistance administrative mutuelle. J'ai également travaillé avec les enquêteurs. Passons à la diapo suivante. Les interprètes font observer que le son est exécrable. Bien. Nous avons d'abord une base juridique et également nous allons vous présenter quelques cas de mise en œuvre de ces accords d'assistance mutuelle dans le domaine douanier dans l'Union européenne. Ce qui est très important, c'est de disposer d'une base juridique. Cela est indispensable si nous voulons mettre en œuvre l'assistance administrative mutuelle. Passons à la diapo suivante. À l'intérieur de l'Union européenne, nous avons plusieurs niveaux pour ce qui est de la base juridique. Nous avons
une assistance mutuelle d'abord entre les 27 États membres, et cela concerne la Commission. Nous avons d'ailleurs le règlement 515/97. Nous travaillons aussi à l'international avec les pays tiers. Il y a des accords bilatéraux et des accords multilatéraux. Donc les accords bilatéraux sont par exemple des accords douaniers ou des protocoles que nous négocions en tant qu'Union européenne avec des pays tiers ou des tierces parties. Et ces accords peuvent être soit des accords douaniers qui contiennent des clauses d'assistance administrative mutuelle. Il peut également s'agir d'accords de coopération ou d'accords commerciaux qui s'accompagnent de protocoles visant l'assistance administrative mutuelle. Et nous avons également, toute notre activité se fonde sur les accords multilatéraux, par exemple les conventions de Nairobi de Johannesburg, de l'OMD, l'accord de facilitation des échanges de l'OMC et la convention cadre de lutte anti-tabac, ainsi que le protocole, plus particulièrement l'article 28 du protocole de la convention cadre, dont vous venez d'entendre parler dans l'exposé précédent. Passons à la diapo suivante. Pour ce qui est des accords bilatéraux, nous avons 52 accords avec 87 pays tiers. La plupart de nos échanges et de nos échanges d'informations et d'assistance se basent sur ces accords bilatéraux. Donc je le répète, nous avons 52 accords avec 87 pays tiers. Pourquoi est-ce qu'il y en a 52? C'est parce que certains accords sont conclus avec des groupes de pays. Et c'est ce qui explique que nous ayons 52 accords avec 87 pays tiers. Par exemple, nous avons un accord avec le Mercosur. Donc, si on reprend tous les membres du Mercosur, c'est un accord supplémentaire, mais cela ajoute 4 pays à notre liste. Donc, c'est un exemple qui vous explique pourquoi est-ce que nous avons plus de partenaires que d'accords. C'est simplement parce que ces accords sont parfois conclus avec des groupes de pays. Lorsque nous négocions nos accords, nous nous fondons sur un modèle. Pourquoi? Parce que c'est sur le modèle de l'OMD, le modèle de 2004. Pourquoi? Parce que c'est un modèle très utile et puis c'est également très facile d'échanger ce modèle avec d'autres pays du monde. C'est ainsi que nous avons un texte de référence que nous pouvons partager. Ensuite, j'aimerais parler du contenu de ces accords bilatéraux. Comme cela a été dit, le principal contenu de ces accords porte sur l'échange d'informations. Et l'échange d'informations peut se faire de manière classique, c'est-à-dire à la demande. Par exemple, je demande quelque chose à une autre partie, ou de manière spontanée. Je détecte quelque chose qui pourrait intéresser une autre partie et je partage cette information ou j'envoie cette information. Et ensuite, cela nous permet d'échanger différents types d'informations. Ainsi, nous pouvons compter sur les participants et nous avons également une base juridique pour les échanges automatiques. Il s'agit de l'article 6 du modèle de l'OMD et également une base juridique pour l'échange à l'avance. Il s'agit de l'article 7 du modèle de l'OMD. Type of assistance. Il existe la possibilité pour un représentant officiel d'une des parties de prendre contact avec l'autre partie, soit pour réviser un document appartenant à l'autre partie, ou alors pour signaler du commerce illicite à une partie. Et le
modèle fournit la base pour ce type d'interaction. Nous avons également les points notification et distribution qui sont couverts. Nous pouvons passer à la prochaine diapositive. Pour compléter l'assistance mutuelle avec des pays tiers, comme je l'ai dit, outre nos accords bilatéraux que nous négocions au cas par cas, nous sommes également membres ou parties à divers accords et conventions internationaux. Nous appuyons notamment la Convention de Nairobi de l'OMD, ainsi que ses annexes. Certains de nos États membres sont partis aux annexes de la Convention de Nairobi, même si il ne s'agit pas de la majorité des cas d'après nos informations. Et puis il y a la Convention de Johannesburg qui n'est pas encore entrée en vigueur. Donc les conventions de l'OMD ne sont pas efficaces en matière de promotion de l'assistance administrative mutuelle. Il y a également l'article 12 de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMD. Il y a 154 membres qui sont partis de cet accord. Nous devons déduire les 27 États membres de l'Union européenne de ce chiffre. Et puis, ensuite, les autres pays membres sont ceux avec lesquels nous partageons une base juridique pour collaborer. Et puis, il y a également un accord dans le cadre de cet article 12 prévoyant l'échange d'informations, la possibilité de formuler des requêtes. La portée de l'article 12 de l'accord sur la facilitation des échanges est très limitée. Et le point sur l'échange d'informations supprime l'obligation pour l'expéditeur de vérifier le bien fondé des informations envoyées, c'est-à-dire que la responsabilité de l'expéditeur des informations est levée au titre de cet élément lié à l'article 12 de l'AFE. Comme je l'ai dit, la portée géographique est, elle, très large, contrairement à la portée très précise de l'article 12, et donc cela rend ce point intéressant. Ensuite, il y a l'article 28 du protocole à la Convention cadre de lutte anti-tabac. Il y a 63 parties, dont 18 États membres européens. Le type d'information échangée se fait sur requête. Les échanges sont spontanés au titre de cet article 28. Il pourrait y avoir un intérêt géographique pour les parties au protocole qui ne sont pas parties aux autres accords que j'ai mentionnés. Cela pourrait donc les intéresser. Mais ce qui compte, c'est que les échanges se font pour lutter contre le commerce illicite des produits du tabac. Ce qui compte, au final, c'est la coopération, pas le nombre d'instruments auxquels on est parti. Et étant donné qu'il s'agit d'un protocole lié aux produits du tabac et non directement lié à l'assistance administrative mutuelle, certaines dispositions peuvent être lacunaires en ce qui concerne ce point. Et les parties doivent donc se mettre d'accord sur certains aspects pratiques pour voir ce que l'on fait concrètement de la requête, où est-ce qu'on l'envoie. Je voulais souligner un des éléments clés dont Mohamed a parlé, il s'agit des points de contact. Si vous disposez d'un point de contact, alors vous pouvez vous mettre d'accord sur les détails pratiques avec un homologue. Et cela permet d'échanger des informations de façon contrôlée ou spontanée
parce que parfois vous vous retrouvez avec des informations entre les mains que vous ne savez pas où envoyer. Et nous en avons fait l'expérience à plusieurs reprises. Et la nomination de ces points est donc importante pour l'application de cet article 28. Ici, il s'agit de la partie la plus intéressante de l'exposé. Il s'agit de quelques exemples. Il y a notamment la contrebande du tabac, de cigarettes. Il s'agit d'un exemple très récent datant de cette année. Un conteneur au départ de la Chine se rendant plutôt à destination de la Slovaquie a été intercepté alors qu'il contenait plus de 9,5 millions de cigarettes avec une suspicion de déclaration faussée. Conformément à l'accord de 2004 de coopération douanière et d'assistance administrative mutuelle, la Chine a alerté l'OLAF, qui à son tour a alerté la Grèce pour alerter les autorités européennes. On a fait état des suspicions. Les douanes grecques ont pu scanner le conteneur. Et il s'avère qu'au début, le conteneur contenait des valises qui cachaient des cigarettes. Et évidemment, le conteneur était déclaré comme ne contenant que des valises. Je vous laisse imaginer le tableau. Des informations ont donc été partagées avec le bureau de destination pour essayer de débusquer l'acheteur. Et donc, en conclusion, plus de 9,5 millions de cigarettes de contrebande ont été saisies dans le cadre de cette intervention. Et c'est un exemple d'assistance spontanée qui porte sur une expédition dans le cadre de l'accord d'assistance administrative mutuelle. Autre exemple qui date de 2020. Il s'agissait d'une autre suspicion de contrebande concernant cette fois du tabac pour narguilé. 20 tonnes étaient concernées. Il y a eu une suspicion de contrefaçon et une notification a été envoyée aux douanes israéliennes pour demander une assistance administrative mutuelle. Il s'agit d'un cas typique de demande d'information. Il s'agit d'inspection ici de documents. Ils ont réalisé, dans le cadre de cette opération, que l'acheteur potentiel était bien derrière cette commande et tous les documents étaient faux, tous les documents liés à cette commande. L'opération s'est terminée par la saisie de ce tabac pour narguilé, ainsi que l'ouverture d'enquêtes pénales. Vous voyez qu'ici, il peut s'agir d'une suspicion dont on peut faire état, qu'il s'agisse de l'inspection ou des documents. Il peut s'agir de cigarettes ou, comme ce cas de tabac pour narguilé, il s'agit de deux exemples récents et qui sont quelque peu différents en termes de procédure. Nous en arrivons maintenant à la dernière diapositive. Il s'agit d'une sorte de conclusion de ce que je vous ai présenté.
Le message que nous souhaitons faire passer, c'est à quel point les échanges d'informations avec les pays tiers sont importants. Il s'agit d'un élément essentiel lorsque nous sommes fournisseurs ou bénéficiaires. Il y a un gain réciproque, c'est un échange de bons procédés. L'assistance peut provenir de toutes parties. Et dans l'Union européenne, comme vous l'avez vu, nous avons de la chance parce que nous avons une base juridique très large et nous avons une certaine expérience en matière d'assistance mutuelle. Nous pouvons nous appuyer notamment sur la réglementation 515/97 que j'ai évoquée, puis il y a les protocoles et accords bilatéraux qui couvrent une majeure partie de nos partenaires. Ensuite, il y a les accords internationaux qui fournissent encore d'autres possibilités, accords que j'ai mentionnés, l'article 12 de l'AFE, protocole à la convention cadre, convention de Nairobi, de l'OMD. Enfin, quelles sont les améliorations futures? À notre sens, un certain nombre d'éléments ont été mentionnés par mes préopinants, mais en ce qui concerne par exemple la portée, nous pensons que les échanges d'informations préalables et automatiques ont un rôle à jouer. Actuellement, il n'y a pas d'accord en vigueur prévoyant ce type d'échange, mais les négociations ont débuté avec le Mercosur. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une proposition émanant d'ailleurs de Mercosur. Et nous avons été séduits par l'idée que nous avons proposée à tous nos partenaires et donc à l'avenir, tous les accords d'assistance administrative mutuelle entrant en vigueur couvriront des échanges d'informations préalables et automatiques. Nous pouvons également élargir la portée géographique de nos accords. Je l'évoquais. Autre élément que je souhaite mentionner, nous disposons déjà d'une bonne base juridique en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas exploiter l'article 28 plus avant. Les dispositions et le but de cet article peuvent être appliqués ou concrétisés au travers d'un autre document en ce qui concerne l'application. Nous pourrions encore apporter des améliorations en ce qui concerne les réponses, faire en sorte qu'elles soient plus opportunes, de meilleure qualité, veiller à ce que les réponses fournies soient complètes et à ce qu'elles correspondent à ce qui est demandé par le demandeur. Et il s'agit également de formuler avec adéquation nos requêtes. Parfois, nous ne sommes pas contents de la réponse reçue, mais en réalité, c'est la formulation de notre requête qui est bancale. Et Vladimir a évoqué l'efficacité en ce qui concerne la réponse. Donc là, il y a encore du pain sur la planche. Et puis, il y a bien sûr tout l'enjeu de la protection des données, auquel nous devons accorder une attention toute particulière. Voilà, en ce qui concerne notre expérience, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup. Thank you very much, Maria, for your... Merci beaucoup pour vos explications et pour avoir présenté votre expérience. Je crois que c'est quelque chose de très important et j'insisterai sur la fonction question-réponse qui vous permettra de poser des questions si vous le souhaitez. Nous avons peu de temps à notre disposition et maintenant nous allons donner la parole à notre dernier intervenant qui est M. Leonardo Macedo qui va nous présenter l'expérience du Brésil.
Il est responsable technique à l'OMD. Et il a discuté avec d'autres organisations internationales, par exemple l'OMC et l'OCDE. Il a également été à la direction d'une section chargée du commerce. Il a un master en économie et d'autres diplômes. Il a également travaillé en Argentine. Let's remember to be attentive to the time. Donc, je vous demanderai de surveiller l'heure et je vous donne la parole pour votre exposé. Thank you. Thank you, Fernando. I will be careful with my time. First of all. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à saluer les préopinants. Je les remercie de toutes les informations. Je remercie par exemple Mohamed de l'OMS, c'est un collègue avec lequel j'ai travaillé auparavant. Également le collègue avec lequel j'ai travaillé auparavant avec l'OMD et Maria Pastor. Je les remercie tous de leurs excellents exposés. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous. The previous speakers, they went through a lot of Et je vais essayer de mettre en lumière un certain nombre d'aspects de l'application ou la mise en œuvre de l'assistance administrative mutuelle au Brésil, ce qui, je l'espère, nourrira notre échange d'idées aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Le Brésil est un pays à revenu moyen. Pour nous, le tabac est une priorité importante. Nous avons mis en œuvre la convention cadre depuis 2006 et il est clair pour nous et pour notre administration que le domaine central sur lequel nous pouvons agir, c'est celui de la fiscalité. Donc nous taxons lourdement les cigarettes et nous essayons également de réduire l'approvisionnement. Et pour cela, nous devons également combattre le commerce illicite. C'est évidemment une priorité pour les services des douanes au Brésil. Le Brésil a joué un rôle prééminent lors des négociations. Et dans notre pays, nous avons également l'Institut national du cancer, l'INCA, qui est responsable du pilotage de l'application de la Convention cadre. Comme vous pouvez le voir, parmi les pays qui appliquent la Convention cadre dans la région des Amériques, seule l'Argentine n'a pas encore ratifié la Convention cadre, mais tous les autres pays ont déjà appliqué la Convention, ont déjà ratifié la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Et je crois que l'Argentine va faire de même sous peu. Ce qui fait que de cette façon, nous engloberons toute l'Amérique du Sud dans la Convention cadre. Ensuite, en ce qui concerne le protocole, nous avons un problème. Il est facile de constater que les pays qui ont ratifié le protocole sont peu nombreux. Donc en Amérique du Sud, il y a seulement 3 pays. L'Uruguay en 2014, l'Équateur en 2015 et le Brésil en 2018. Dans ce groupe de pays, n'oublions pas que nous avons ici un groupe de 3 pays et pratiquement 200 pays dans le monde. Et ce n'est pas beaucoup. Il y a une dizaine de pays en Amérique
latines avec lesquelles nous partageons, qui partagent des frontières en Amérique du Sud. Et seul l'Uruguay, comme vous le voyez, et l'Équateur ainsi que le Brésil ont ratifié le protocole. Avec Mohamed et avec les autres intervenants, nous faisons tout ce qui est possible pour promouvoir le protocole. Ensuite, comme je l'ai déjà dit auparavant, notre priorité, c'est de lutter contre le commerce illicite des cigarettes, en particulier le commerce aux frontières. Et avec les 10 pays avec lesquels nous partageons une frontière, c'est un gros problème. Le plus gros problème, en fait, c'est la frontière avec le Paraguay. Et c'est là que nous rencontrons le plus de difficultés. Il y a beaucoup de contrebande à la frontière du Paraguay. Il y a aussi le problème de l'évasion fiscale. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas enregistrées ou alors qui sont enregistrées mais qui se lancent dans des différends juridiques. Et puis, il y a aussi le problème des cigarettes de contrefaçon qui sont généralement fabriquées à l'étranger mais qui imitent des marques connues. Au fin des statistiques, vous pouvez vous reporter au tableau qui figure en bas de l'écran. En 2020, 227 millions de cigarettes ont été saisies par les services des douanes brésiliens. Et cela n'est qu'une petite partie du problème. Diapo suivante. La situation ici concerne les entreprises. Pour le Brésil, il s'agit d'entreprises du tabac. Pour l'Argentine, c'est Philip Morris. Au Paraguay, il n'y a pas d'entreprise du tabac qui puisse faire concurrence aux grosses industries. Mais, malgré tout, c'est peut-être ce qui explique que nous avons particulièrement des problèmes avec cette frontière. Donc voilà le type de saisie que nous pouvons opérer chaque jour à la frontière sur toutes les routes. Très souvent, il y a des saisies de cigarettes, mais la contrebande de cigarettes est extrêmement rentable. Diapo suivante. En ce qui concerne l'article 28 consacré à l'assistance administrative mutuelle, il y a une disposition dans notre législation sur les recettes. Nous avons également les dispositions concernant le caractère confidentiel. Donc ce n'est pas facile. En tout cas, au début, cela n'a pas été facile parce que le protocole avait des modalités différentes pour l'échange d'informations. Des modalités qui faisaient que l'on devait passer par le secrétariat à l'OMS. Et nous avons également l'article 28 qui est plus direct. C'est ainsi que nous avons rencontré des difficultés au niveau international. Donc nous travaillons avec les services des recettes fiscales. Nous réfléchissons à la manière de formuler les demandes et comment est-ce que nous pouvons présenter une demande d'assistance administrative. Une des dispositions de l'article était assez générale. Si vous comparez par exemple avec l'article 12 de l'accord sur la facilitation du commerce ou avec d'autres dispositions, d'autres instruments, vous vous rendrez compte que ces dispositions sont un peu plus précises. On indique avec plus de précision quelles sont les informations qui devraient être échangées et comment elles devraient être demandées. Mais ce qui est positif, et je l'ai constaté lors de la dernière réunion avec le secrétariat du protocole, c'est que nous allons dans la bonne direction. Nous essayons de rendre cette disposition plus claire. Par exemple, sur la base d'une proposition faite par l'Union européenne, nous indiquons quelles sont les informations qui devraient être demandées et comment elles devraient être demandées. Et je crois que cela peut aider les pays.
Et cela nous permet dans le même temps de faire face aux problèmes de confidentialité. Dans l'article 28, lorsqu'on parle d'agence désignée, c'est un terme assez vague. Et je crois qu'il faudrait que nous soyons plus au clair quant à ce que l'on entend par là. Voilà ce que nous voulions dire, donc les organismes désignés. Voilà ce que nous voulions dire et nous espérons pouvoir progresser davantage, notamment grâce au conseil du groupe de travail sur le protocole. Le Brésil n'est pas parti à la convention de Nairobi. Peut-être que d'autres orateurs pourraient le souhaiter. En fait, c'est le seul instrument de l'OMD concernant l'échange d'informations. Je crois qu'il y a à peu près 53 ou 54 parties à cette convention de Nairobi. Donc peut-être que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a aussi un article important, c'est l'article 12 de l'accord sur la facilitation du commerce, qui est particulièrement important parce qu'il donne des précisions concernant l'échange d'informations. Diapo suivante. À l'heure actuelle, nous avons conclu 36 accords d'échange d'informations avec différents pays. Il s'agit de la base juridique que nous utilisons. Ce sont des informations qui doivent être échangées pour lutter contre le commerce illicite du tabac. C'est donc là notre base juridique. Évidemment, tout se limite à des questions de confidentialité. Il y a un certain nombre de formalités qu'il faut respecter. Jusqu'à présent, et je l'ai vérifié avec mes collègues, nous n'avons pas encore utilisé ces accords d'échange d'informations pour le tabac, mais comme je l'ai dit, avec les 10 pays frontaliers, par exemple avec l'Uruguay, nous n'avons pas de problème pour ce qui est du tabac. Et j'espère que davantage de pays vont devenir partie au protocole et que nous pourrons échanger des informations. Nous utilisons le protocole, bien sûr, mais nous utilisons également ces accords bilatéraux d'échange d'informations. Ensuite, diapo suivante. J'en viens à ma conclusion. Je suis très optimiste. Je crois que nous allons demander au secrétariat du protocole de bien vouloir insister pour que d'autres parties ou d'autres pays deviennent partie au protocole. J'espère que, comme cela, il sera plus facile d'échanger des informations. Merci. Le Président, je vous remercie. Je remercie Leonardo Macedo de nous avoir présenté l'expérience du Brésil. Alors maintenant, tout cela me paraît bel et bon et plutôt objectif. Vous avez formulé des recommandations sur la base de votre expérience et vous invitez d'autres pays à devenir partie au protocole. Maintenant, nous allons en venir à la dernière partie de notre réunion. Il s'agit de la partie questions-réponses. Nous avons une vingtaine de minutes pour ce faire et pour entendre les questions de nos participants. Je demanderai au secrétariat de bien vouloir garder l'œil sur l'horloge. Je vais donner la parole, Rodrigo du secrétariat du protocole va m'aider pour cette partie du webinaire. Rodrigo, vous pouvez reprendre le flambeau. Merci beaucoup Fernando, bonjour ou bonsoir à tout le monde. En fait, il n'y a que 2 questions qui ont été posées dans la rubrique questions-réponses dans la boîte de dialogue. Je commencerai par la question qui s'adresse à Etishan. L'article 28 du protocole vise déjà l'assistance administrative mutuelle.
Mais nous avons entendu dire qu'il y avait beaucoup d'autres instruments juridiques qui prévoyaient l'assistance administrative mutuelle et en plus il y a la possibilité de conclure des accords bilatéraux. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où un pays ratifie le protocole, il est lié par l'article 28. Est-ce que cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'avoir d'autres instruments? Est-ce qu'il suffit que les parties utilisent le protocole aux fins de l'assistance administrative mutuelle? Excellente question. Je crois que la personne qui a posé cette question a tout à fait raison. C'est vrai que le protocole n'a pas besoin d'autres instruments en tant que tel pour pouvoir assurer les partages d'informations. Mais il y a quand même des conditions, puisque l'on dit sous réserve de la législation et de la réglementation nationale. Si votre législation nationale vous oblige à conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux pour pouvoir partager des informations, alors cela sera indispensable. Sinon, l'article 28 du protocole est amplement suffisant pour vous permettre de partager des informations portant sur le commerce illicite du tabac. Vous n'avez pas vraiment besoin des autres instruments. Pour autant, bien sûr, que votre législation et votre réglementation ne vous empêchent pas de procéder à cet échange. Merci. Merci beaucoup pour ce qui est de l'autre question. C'est une question combinée qui s'adresse à Maria. Maria, nous avons reçu une question dans laquelle on nous demande quels sont les obstacles. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les obstacles qui empêchent le renforcement de la coopération internationale et de l'assistance administrative mutuelle? Est-ce que vous pourriez nous donner une idée des étapes suivantes, en particulier de ce que nous pouvons faire pour surmonter ces obstacles et améliorer la coopération internationale? Maria Pastor répond. Merci beaucoup pour cette question intéressante. Tout d'abord, pour ce qui est des obstacles concernant l'application de l'article 28. Je vais m'appuyer sur ce qui a été dit par Mohamed concernant l'article 28. Je crois que l'article 28 peut être utilisé dès demain pour envoyer des informations sur le commerce illicite du tabac. Mais qu'est-ce qui se passe dans la pratique? En fait, il existe déjà des accords et des instruments sur l'assistance administrative mutuelle. Et beaucoup de parties utilisent ces instruments qui contiennent beaucoup de détails, ce qui rend l'échange d'informations plus simple. Donc, mon message, c'est que nous devons utiliser l'article 28 comme base, ou alors nous pouvons utiliser une autre base. Cela ne devrait pas constituer un obstacle. Un obstacle qu'on rencontre généralement, c'est qu'il peut y avoir une séparation entre ceux qui négocient les accords ou les instruments et ceux qui les appliquent. Les bénéficiaires directs de ces échanges. Ce qui peut se passer, c'est que sur le terrain, on ignore tous les outils juridiques qui existent et qui pourraient être utilisés. Il se peut que le pays ait ratifié le protocole. Mais vous, qui travaillez dans un bureau de la douane à la frontière, vous n'êtes pas au courant de cela. Donc, ce qui est important, me semble-t-il, c'est d'assurer la communication entre les pays, entre le ministère des Affaires étrangères qui a ratifié le protocole et les services douaniers aux frontières. Donc, c'est quelque chose sur quoi nous devrions tous travailler pour être sûr que cette communication fonctionne au maximum. Donc ce n'est pas vraiment un obstacle, simplement l'idée c'est d'exploiter à fond les possibilités de l'article 28. Merci beaucoup Maria. Je crois que compte tenu de l'heure, nous pouvons maintenant
lever la séance. Mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien sûr les envoyer à protocolefctc@who.int. Et nous serons très heureux de vous répondre plus tard. Sur ce, je rends la parole au président. Merci beaucoup, Rodrigo, de votre aide pendant cette séance de questions-réponses. Je remercie également tous les participants d'avoir posé des questions. Sur ce, nous sommes parvenus à la fin de cette réunion. Je pense qu'il est important de résumer un certain nombre de points. Ce que nous avons entendu dire aujourd'hui, c'est que le protocole et l'article 28 sur l'assistance administrative mutuelle est un outil que nous pouvons utiliser pour lutter contre le trafic illicite du tabac. Cela nous permet d'échanger des informations et notamment entre les autorités douanières au niveau international. Et bien sûr, nous avons également entendu parler des difficultés que l'on peut rencontrer dans l'application de l'article 28 dans la pratique. En outre, nous avons également entendu ce qui se faisait en matière de coopération internationale pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Et l'un des impératifs, c'est de partager des informations, ce qui facilite les enquêtes. Il est également nécessaire d'assurer le caractère confidentiel des informations. Cela est essentiel dans ce contexte. Les parties ont également fait part de leur expérience de l'application des instruments internationaux ou des accords bilatéraux. Nous avons entendu 3 exemples concernant les modalités. Cela nous permet de voir quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les dispositions en matière de confidentialité et également la base juridique qui est nécessaire pour procéder à l'échange d'informations. D'autre part, plusieurs pays ont souligné combien il était nécessaire que les pays voisins ratifient le protocole. Donc je crois qu'ainsi, nous avons renforcé notre compréhension de l'article 28 et nous comprenons mieux comment est-ce que nous pouvons mener l'enquête sur le commerce illicite des produits du tabac et le réprimer. Je crois que cela est essentiel dans notre lutte contre le commerce illicite des produits du tabac. Je tiens à vous remercier tous d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir suivi ces excellents exposés. Je remercie en particulier les conférenciers. Je remercie également les participants d'avoir pris le temps de participer à cette séance. Pour certains d'entre vous, il est très tôt le matin, pour d'autres, il est très tard le soir. Et nous apprécions votre présence. Je remercie également mes collègues au secrétariat de la Convention. Je remercie de même les interprètes et tout le personnel de l'appui technique. Dans les jours à venir, nous allons vous donner des détails concernant les webinaires à venir. Nous le ferons par le biais des médias sociaux comme nous l'avons fait auparavant. Les enregistrements seront affichés sur notre site web. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou soirée et de rester en bonne santé. Je me réjouis de vous retrouver. Merci. Thank you all. Thank you very much. Merci à tous. Merci Fernando. Merci beaucoup. Bye.